c'est un jour un peu particulier, puisque c'est la première fois qu'on se revoit en présence. Depuis, je n'arrive plus à situer exactement si ça fait 1 an ou 2 ans, on ne sait pas. Ça fait 1 an et demi. Voilà, donc c'est un plaisir. Et Jean-Louis Sousse, qu'on avait déjà essayé d'inviter il y a au mois de mai, je crois, a eu la bonne idée de dire moi je ne tiens pas un Zoom, je préfère attendre. Et voilà, on y arrive. Donc Jean-Louis Sousse, vous êtes notre premier invité après Covid. Voilà, donc on est très très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et nous sommes très heureux. Je suis très heureuse de recevoir aussi aujourd'hui Jean-Pierre Séférian, qui a eu la gentillesse de nous laisser ses toiles depuis octobre. De quelle année? Une année, c'est 2020. Voilà, il devait donc exposer et faire ses portes ouvertes l'année dernière, et ça n'a pas été possible. Et il a eu la patience d'attendre jusque-là, et il fera ses portes ouvertes le 20-21 novembre. Voilà, et je pense qu'on aura plaisir à discuter avec toi, parce que je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire sur ton travail. Je voulais te dire que beaucoup de gens ont remarqué cette grande toile. D'ailleurs, je t'en ai demandé le prix, tu vois, donc ça intéressait vraiment. Et il y a déjà plusieurs personnes, malgré le confinement, qui sont venues ici et qui ont acheté déjà des gravures de cette. Donc on se verra plus amplement, nous, autour de la peinture bientôt. Je sais que Jean-Louis Sousse est un amateur de peinture aussi. Voilà. Alors, Jean-Louis Sousse, ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit. Je crois même qu'on vous a reçu 2 autres fois. La dernière fois pour l'équivoque interprétative, et vous aviez même été proposé au prix de diplôme. Voilà. Alors, on a été surpris, positivement surpris, de découvrir ce livre sur une clinique des enfants. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que très rarement nous avions eu des livres sur la clinique des enfants. Et beaucoup d'entre nous ont passé au moins 30 ans autour d'une clinique des enfants à l'hôpital, dans les CMP. Donc votre livre nous a tout de suite vraiment intéressés, et on a eu très vite envie d'en discuter avec vous. Alors, c'est un livre aussi surprenant, puisque dans vos livres précédents, c'était quand même des livres beaucoup plus théoriques. Et là, on découvre un Jean-Louis Sousse différent, j'ai envie de dire, qu'on voit d'ailleurs d'une façon assez remarquable, et ça nous a frappé, qui arrive à soutenir un transfert d'une façon très particulière et pas facile, très autour du pulsionnel, et c'est assez remarquable comment vous le faites. Alors, on entend bien sûr aussi que c'est un livre qui dénonce un petit peu, c'est pas trop appuyé dans votre façon de faire, mais quand même appuyé sur le fait qu'aujourd'hui la pratique avec les enfants a énormément changé, et qu'on est, comme vous le dites très bien, dans une noble langue, et tous ces troubles des enfants sont épinglés beaucoup plus du côté de la neuro que du côté de la psychanalyse. Et vous rappelez avec beaucoup de justesse, bien sûr, comment vous travaillez et comment on peut faire évoluer ce genre de troubles du langage chez des enfants. Alors, je voulais aussi peut-être juste dire que vous insistez sur, il y a dans votre livre aussi un aspect qui renvoie à l'art et à la littérature, puisqu'il est question du tambour et du parfum, des œuvres littéraires, et quand même, la première page de votre livre, là il y a une image qui est donc quelque chose qui est en Italie, donc vous dites très bien, il existe à Rome, sous le porche de l'église Santa Maria in Cosmedin, une fontaine ornée d'une plaque de marbre à tête de lion. Vous pouvez y plonger votre propre main et voir si la légende dit vrai lorsqu'elle raconte que la bouche de la vérité ne mord que les menteurs. Donc il y a ça aussi qui est intéressant que vous proposez. Et la dernière phrase de votre livre
où vous dites « La vérité sort aussi de la bouche des écrivains et de la langue de la littérature, qui mord et rature nos mots trop lisses. Il pourrait être souhaitable que nous, psychanalystes, nous en prenions de la graine. » Donc, bien sûr, l'art est aussi quelque chose qui devrait nous inspirer. On devrait avoir l'oreille aussi. On parle quand même de l'art du psychanalyste. Et il y a quelque chose de ce côté-là qui nous parle. Malheureusement, on ne fait pas d'œuvre. Mais j'espère qu'on a un peu l'oreille, pas d'œuvre visible, mais on a, j'espère, l'oreille un peu sensible aussi du côté de l'art. Voilà, ce soir, je vais passer la parole à Françoise Hermont. Alors c'est vrai que j'ai été totalement enthousiasmée quand j'ai lu votre livre. C'est un tout petit livre et il est extrêmement dense. Et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de livre de psychanalyse avec les enfants, avec les psychanalystes d'enfants. Donc c'est un livre très modeste en nombre de pages, mais il est dense, clair, profond et plein de légèreté. L'humour fait loi. Et c'est ça aussi qui m'a enthousiasmé, c'est que j'avoue que j'ai ri. Vous témoignez d'une expérience vivace qui fait véritablement œuvre de transmission. C'est donc, on ne fait pas forcément des œuvres matérielles, mais vous faites œuvre de transmission. À une époque où neurosciences et comportementalisme semblent reléguer la psychanalyse à l'état d'un objet devenu obsolète, non conforme aux bonnes pratiques recommandées par les autorités. Pour nos jeunes collègues, qui le liront, j'espère, il est des plus précieux. Peu de métalangage, mais beaucoup de trouvailles langagières, parfois cocasses, comme celle d'orthophoniste que vous écrivez H-O-R-T-O comme le jardin, phonie comme les bêtes fauves, donc c'est une discipline étudiant les animaux sauvages d'un jardin imaginaire, pourquoi pas. Vous nous offrez 7 moments de rencontre psychothérapeutiques, certains très courts, d'autres méritant d'être considérés comme des cures véritables, se poursuivant depuis plusieurs années. Alors, vous dites le dispositif que vous avez utilisé pour rendre compte de ces moments cliniques. Évidemment, il a fallu choisir, et vous l'avez fait selon choisir des moments, choisir des scansions, choisir que ça puisse avoir un sens pour ceux qui vont le lire, et que ce soit pas trop long. Et vous avez fort bien réussi. Les propos de l'enfant, vous nous dites, sont écrits en caractère standard pour qu'on se repère. Vos commentaires en caractère gras et les pensées plus ou moins théoriques que vous avez associées sont en italique. Votre écrit non dépourvu d'irritation évite d'être un pamphlet, car vous prenez le temps d'exposer de manière nuancée les thèses que nous proposent les spécialistes du cerveau et les techniques qui en découlent. Pas de mépris, mais un choix avéré pour une orientation dont l'axe essentiel est celui de l'entrelacement de la langue, du langage et du pulsionnel. C'est vraiment ça qui est frappant. Et c'est ce qui donne cette vivacité de ton au livre, c'est que vous utilisez des mots qui eux-mêmes sont pulsionnels, avec des sonorités qui le sont aussi, et qu'on sent combien vous êtes engagé dans votre corps au niveau de cette pratique. Prendre langue avec un enfant, sous-titre de votre petit livre La Bocca della Verità. Le titre en annonce tout de go la couleur. La bouche peut être une bouche d'égout, et les orifices du corps
sont largement présents, personnages importants des scénographies, des scénarios, qui se déroulent devant nos yeux et nos oreilles au travers de votre écriture. Résonance me semble le maître mot de cet ouvrage. D'abord, pour ce qu'il dit de votre capacité à encaisser le transfert dans toute sa pulsionalité. Et quand j'ai pensé à encaisser, j'ai vraiment pensé au tambour, quoi. À une caisse de résonance. Vous faites le mort, comme vous y incite Marlène, qui dit « Ça y est, tu es mort. Oui, oui, c'est la peine de faire pour de faux. Tu es mort, pour de vrai, et pour toujours. Tu peux pas revivre. Je te coupe les bras pour que tu puisses plus écrire. » Elle vous traite de perroquet, de vieux pépère, et vos commentaires interprétatifs ne laissent aucun doute sur là où ça résonne en vous, dans votre propre corps, et là où les parents de l'enfant ont déposé leurs mots pour dire ce qui les amenait. Là, dans ce trou de la bouche de la vérité, comme l'a écrit Marguerite Duras dans la citation qui ouvre votre livre. Alors Delia a lu la fin, le début, pardon, et moi je vais lire la fin, que je trouve absolument sublime. Ça aurait été un mot absence, un mot trou, creusé en son centre d'un trou, de ce trou où les autres mots auraient été enterrés. On n'aurait pas pu le dire, mais on aurait pu le faire résonner. Donc c'est dans Le ravissement de l'Olbestein. Les deux écrits que vous avez choisis, Le tambour de Günter Grass et Le parfum de Suskind, illustrent, nous disent ô combien la littérature, la fiction et la poésie nous aident et nous enseignent, car raisonner et accent aigu, pour nous, c'est plus que raisonner. Alors, je vais vous lire un passage. Ah ben, c'est le passage... bon, ça fait rien. Page 101 que tu as un peu cité. Voilà. Et si cette fiction nous donnait une somptueuse leçon en matière d'autisme, de la langue et d'interprétation des organes du sens ou des sens, en faisant notamment de l'olfactif un objet pulsionnel captivant comme un parfum de langue. Vous écrivez que la littérature mord sur nos mots trop lisses. Vous nous invitez à en prendre de la graine et c'est ce que vous faites. La bouche qui mord, ô combien importante pour cet enfant de 5 ans quand elle arrive avec le diagnostic de dysphasique. Vous l'appelez Marlène et vous nous résumez sa cure en 10 apertures qui illustrent ces ouvertures et fermetures de la bouche nécessaires à la prononciation de ces consonnes qui sont absentes dans le langage de Marlène quand elle arrive et qui rendent ses propos difficilement compréhensibles. Pour Muriel, arrivée à 4 ans, qui vous dites bronchait les mots, elle avait eu beaucoup de bronchiolite, vous concluez la cure en endossant avec plaisir les sons qui explosent de pulsionalité. Et vous dites que vous êtes le vieux pépé qui fait pipi et qui pète. C'est moi qui le dis. Oui, c'est vous qui le dites. Oui. Vous lui dites je suis le vieux pépé qui fait pipi. d'abord. Oui, Elle l'a dit. Elle oui, l'a dit. mais vous elle l'a terminez absolument. Ah bah oui, vous l'auriez Ah bah, pas bien sûr. inventé. On ne pourrait pas me permettre ce Ah narcissisme. non. Justement, je Non, elle trouvais l'a dit. qu'effectivement, Très bien. Ben oui, je l'ai aimé. vous en parlez, c'est que justement, J'y consens. vous y consentez. Voilà. Et effectivement, j'ai C'était- trouvé que c'était remarquable que vous ne répondez jamais d'un point de vue narcissique. Vous répondez là où ça résonne
à la fois de manière pulsionnelle pour vous, et là où les parents ont dit des choses que vous avez, dont vous vous êtes fait le dépositaire, et vous les reprenez toujours, ça m'a beaucoup frappé, de manière à ce que l'enfant puisse se décaler. Alors ça, c'est une leçon finalement que j'ai tirée de ce livre vraiment à la fin, c'est-à-dire il y a 2 heures, qui est que finalement, je trouve qu'on a souvent tendance à, à faire résonner les propos d'un enfant par rapport à ce qui est raconté des générations antérieures ou de ce qui s'est passé dans au moment de la naissance, au moment de la grossesse, dans sa petite enfance. Mais ce que j'ai trouvé extrêmement important, c'est que quand vous le faites, on comprend que c'est pour faire écart et pas du tout pour assimiler pour assigner l'enfant à des signifiants. Et ça, bon, j'en parle maintenant, mais c'était des questions que j'aimerais ouvrir, que vous me répondiez. C'est que pour l'enfant, justement, je trouve que c'est une des grandes différences. Je cherchais quelles sont les grandes différences qu'on peut trouver dans les cures avec les enfants et avec les adultes, et je pense qu'il y en a. L'une, c'est justement, je trouve, avec votre écrit, on le sent très bien, c'est qu'on est tourné vers l'avenir résolument. On est dans un développement. Il ne s'agit pas de terminer une cure. Il s'agit de vous parler de désengorger, de donner une respiration à des collusions qui se sont faites entre des événements, des signifiants dans la généalogie, des assignations à résidence parce que, par exemple, je pense à l'un des enfants, je crois que c'est Mathieu, non, c'est Yannick, je crois, voilà, c'est ça, qu'il y avait une mésalliance, voilà, il était dit que la mère aurait mieux fait d'épouser un autre homme. Donc il y a des collusions qui sont comme ça avec des propos ou des événements, et qu'il s'agit non pas de les pointer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les pointer, bien sûr, mais surtout de permettre, et vous le dites carrément à un moment, que l'enfant n'est pas forcément obligé d'être à la place qu'on lui a assignée, d'être mort comme son grand-père, ou d'être, voilà. Et c'est important parce que je trouve que c'est des choses qu'on ne fait pas souvent avec des adultes. C'est pas sûr qu'on devrait pas le faire, je n'en sais rien, c'est une question. Mais en tout cas, avec les enfants, c'est quelque chose qu'on a à faire et qu'on fait beaucoup plus facilement. Et je trouve que c'est intéressant, de même que parfois on dit qu'on fait des choses avec les psychotiques et qu'on se dit qu'on pourrait peut-être le faire aussi et que qu'on n'a qu'à en prendre de la graine avec les autres, je trouve qu'avec les enfants, il se passe quelque chose du même ordre. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous apprennent les enfants et qui sont peut-être à utiliser aussi dans certains cas, avec des adultes. Donc, à propos de ces résonances, puisque c'est vraiment le concept clé, je trouve, du livre, vous le dépliez en parlant de tuilage du temps. Et ça m'a fait penser qu'on avait présenté le livre de Sibony, où il parlait de temps feuilleté. Et donc, tuiler, ça me faisait penser à quelque chose comme ça. Et j'ai remarqué, en vous lisant, que vous parliez, pour vous référer à ce dispositif, de chez Freud, le bloc magique, et vous offrez aussi un schéma lacanien. Et alors, j'avais envie de vous interroger sur le fait que vous dites que le dispositif de Freud est baroque, et que celui de Lacan serait plus simple. Mais moi, j'avoue que je trouve celui de Freud, alors voilà, vous direz pourquoi, mais moi je trouve celui de Freud plus éclairant pour moi, voilà, et peut-être qu'au niveau du schéma lacanien, vous pourrez nous éclairer. Voilà. Donc,
Ah oui, alors je voulais aussi beaucoup parler de cet enfant Yannick. Voilà, pour dire que le rire dont je ne me suis pas privé en vous lisant n'occulte en rien les enjeux de vie et de mort auxquels nous nous confrontons si souvent dans la pratique de la psychanalyse. Le chapitre intitulé Échographie, encore et toujours cette fameuse résonance, en donne un exemple des plus probants. Avec l'adolescent nommé Yannick, dont l'épilepsie avait été diagnostiquée comme engageant un pronostic létal, vous dites vital, mais ça doit se dire les deux, je suppose. Mais bon, moi, c'est justement la mort qui frappe plus dans ce cas. Vous n'éludez pas le cœur de cette affaire et lui résumez ainsi la situation. Il semblait, et vous dites, il semblait qu'autour de lui, tout le monde se demandait s'il pourrait vivre. La proposition que vous lui avez faite, reparler avec des mots de tout cela sous la forme qu'il souhaiterait, et vous dites paroles, rêves, dessins, modelage, jeux, lui a permis de desserrer la coagulation opérée par la collusion d'événements ayant présidé à sa naissance, en résonance avec des mots, configurations l'ayant précédé dans l'ordre des générations. Alors pour cet enfant adolescent, et comme je crois que ça a duré à peu près 3 ans, vous dites quelque part, la cure, j'ai trouvé que le matériel que vous nous offriez, on a l'habitude d'appeler ça du matériel, était particulièrement stupéfiant, je dirais carrément, parce qu'il s'agit d'un enfant qui, d'une certaine manière, comme vous dites, était si gravement épileptique qu'on pensait qu'il pouvait en mourir. C'est une maladie de Lennox, vous dites. Gaston Lennox. Ah ben je sais pas, moi j'ai marqué ça. Écoutez, je le connais pas, c'est vous qui savez, mais moi j'ai regardé de près parce que comme je connaissais pas, j'ai vu. Dans cette maladie de Lennox, oui, c'était le professeur Gasto qui exerçait à Marseille, qui avait effectivement donné aux parents ce risque, comme vous dites, létal, mais vital parce que c'est un enjeu de vie. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc c'est quelque chose qui était effectivement qui pesait, quoi, qui vraiment plombait, quoi, qui était une préséance. Absolument. Absolument. Et vous dites qu'il se jetait des escaliers, des branches d'arbres. Bon, voilà. C'est une façon d'agir cette question, cette question mortifère. Voilà. Mais alors, par ailleurs, vous nous montrez qu'il dit des choses d'une élaboration, je trouve. L'élaboration, on l'a fait, mais enfin, c'est un matériel qui est quand même d'une déliée. Enfin, il parle à propos. Il y a quelque chose qui m'a fasciné parce que on le voit très bien. Je sais pas s'il l'a fait en pâte à modeler ou en dessin. C'est un rouleau de réglisse. Enfin, moi je dis un rouleau, mais vous dites réglisse, oui, qui s'entoure. Et donc, et où il y a une petite bague autour du petit bonbon blanc qui permet que ça s'entoure autour. Et donc, il se trouve que cet enfant est né dans des circonstances extrêmement difficiles, où la maman a beaucoup souffert, et où il y avait une circulaire du cordon. Et cette représentation, elle arrive vraiment comme quelque chose de formidable, où il dit qu'il faut retirer la bague. Et alors moi, ça m'a fait penser en même temps, c'est de cet enfant qu'il s'agit, au fait qu'il y avait une mésalliance, voilà, et on se dit par moments que c'est stupéfiant, quoi, qu'il y ait une telle résonance de ce qui se passe dans les dires et dans les faits, dans les événements réels qui se sont produits. Oui, c'est... Enfin, je peux me permettre de dire là sur le... Oui, c'est... Ce qui est inouï, c'est de se dire que ce qu'on appelle savoir inconscient passe là par, alors ça c'est freudien, par des traces
et même des questions, on pourrait dire, d'empreinte. Par exemple, au sens où, par exemple, Giuseppe Pennone parle de l'empreinte Oui. de la matière, de l'arbre, du toucher du regard, le regard dans une pomme, des choses comme ça, oui. Il y a effectivement chez lui toute une sensorialité qui passe. Et il y a quelque chose dans cette circulaire dont on peut entendre la résonance, parce qu'il a été sous-circulaire. Il y a, voilà, il y a une circulaire qui est aussi, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, on ne sait jamais ce qu'on dit quand on parle, ce que dit Lacan. Dire le signifiant circulaire, et même à la limite, je crois qu'on ne peut pas dire signifiant. Ça, j'en parlerai après. C'est quelque chose qui est, sauf sur la dernière période de Lacan, qui est en fait dire substance jouissante. Voilà. Et là, il y a quelque chose, en effet, qui fait passer dans la trace, dans le dessin, tout ce qui est en jeu. Et donc, en termes alors plus théoriques, Délia disait que j'écrivais toujours de façon un peu théorique, et donc elle a été surprise. Mais là, je voulais que ce soit un texte extrêmement vivant, bref, comme un tableau, voilà, des choses comme ça. Et là, il y a quelque chose en termes lacaniens où il peut y avoir un dégagement de la jouissance qui passe au savoir. Est-ce que on peut dire ça comme ça? Voilà. C'est-à-dire que par la trace qui va dire sur l'invention qui donne de la réglisse, comme vous entendez Bach, il y a quelque chose qui va le faire passer et mettre de l'intervalle et de l'écart par rapport à l'écrasement dans lequel il était dans sa représentation de sujet. Voilà. Mais je pense que ça, bon, ça, pour moi, on suis arrivé un peu là. Je pense que on ne peut prendre ça, parce qu'il y a eu quand même une inflation importante, signifiante chez Lacan. Je pense qu'il faut le prendre comme effectivement une substance, comme il dit sur le signifiant. Voilà. Il y a quelque chose qui fait effectivement qu'on peut prendre la langue du côté de la résonance. Voilà. Il est peut-être probable, c'est une de mes hypothèses, que l'insistance du premier Lacan sur le symbolique a fait que le signifiant a été exclusivement pris côté symbolique, c'est-à-dire dans l'absence. Voilà, le concept est le meurtre de la chose. Et donc c'est peut-être ça a eu un effet, quoi. Alors que là, on entend, il me semble, quelque chose qui est beaucoup plus dans une résonance, on pourrait dire, des trois dimensions. Voilà. Et alors, alors quand on dit des trois dimensions, c'est-à-dire des trois registres, réel, symbolique, imaginaire. Ouais. Parce qu'il y a une grande question qui pour moi est posée aux lacaniens, c'est-à-dire qu'il y a eu comment dire ça, une transformation, enfin une césure éventuelle ou une coupure épistémologique entre un premier Lacan où il y a une hiérarchisation des trois instances, des trois registres, et la dernière proposition qui pose un problème énorme, qui est, je ne sais pas du reste si on peut en rendre compte facilement, qui est l'équivalence des trois dimensions. Voilà, l'équivalence. C'est quand même autre chose que considérer que le signifiant appartiendrait uniquement au symbolique. Lacan disait miam miam, et l'imaginaire, ça serait caca. Voilà. Et là, il y a peut-être, et ce texte, au niveau des enfants, donne un peu cette résonance. Voilà. Bon, je vous laisse continuer, mais Non, mais c'est très bien. Justement, moi, j'étais, au moment d'écrire signifiant, j'étais moi-même mal à l'aise. Oui, voilà. Et vous parlez, vous, de mots animaux, par exemple. Ben ça, c'est l'idée de l'orthophonie. Voilà. C'est l'idée de l'orthophonie, c'est-à-dire c'est des mots animaux et c'est des mots un peu fleuris, quoi. Voilà. Oui, et donc ça dégage et donc je crois à fleur de mots. Oui, voilà. Et je pense que la position actuelle neurocognitive est une position qui est effectivement un trop de symbolique, qui considère que c'est uniquement de l'ordre d'une cognition, alors par exemple, ça m'a fait, quand j'ai écrit ce livre, je n'avais pas encore imaginé que je pourrais lire l'approche de Freud sur les aphasies, pour concevoir les aphasies. Et c'était un préjugé de ma part, parce que je me disais, ben ça c'est encore un Freud neurologue, bon voilà, c'est un Freud un peu vintage, un peu avant effectivement l'invention de l'analyse, etc. Et
très étonnamment, je me suis mis à lire ce livre, voilà, pour concevoir les aphasies. Et ce qu'on trouve dans cela, c'est d'abord une critique qui me paraît moderne du fait de dire que Freud récuse la localisation d'un simple centre, hein, comme le centre du langage, et qu'il insiste énormément sur des territoires associatifs. Voilà. Et donc ça, c'est extraordinaire. Voilà. Les territoires associatifs, si vous le voyez par exemple, voilà, c'est ce que Lacan appelait aussi des objets un peu pulsionnels multiples. Il en a fait même parfois une structure de groupe. Vous voyez que ça, effectivement, il y a énormément d'éléments qui, au point que Freud indique que, alors ça c'est extraordinaire, il indique que le mot est un complexe de représentation. Un complexe de représentation qui sont kinesthésiques, qui sont auditifs, qui sont tactiles, qui sont perceptifs, etc. C'est étonnant. C'est-à-dire c'est une conception associative au sens à la fois neurologique et en même temps analytique de ça. Voilà. Il y a un extraordinaire exemple de Freud dans ce texte où il y a une femme qui a une aphasie et qui est aveugle et qui ne reconnaît pas son médecin. Il parle, elle n'arrive pas à reconnaître le médecin, sa voix, donc le voix ne l'est pas reconnue. Et tout d'un coup, on va le faire passer dans Zoom, le médecin lui prend le pouls. Eh bien, elle touche le pouls, et ce toucher, voilà, ça vous avez ça par exemple dans Pénone, le toucher de la peau qui intervient sur effectivement toutes les perceptions, etc. Le toucher fait émerger le souvenir et la mémoire. Ce qu'on fait du reste maintenant, dans le traitement des AVC. Hein. Dolto convoquait l'olfactif pour le schéma corporel. Par exemple, Dolto sortait uniquement du spéculaire. Elle demandait aussi aux mères d'apporter le linge, des choses comme ça, pour reconstituer de l'olfactif. Voilà. Eh bien, voilà, à partir de cet élément, de ces éléments-là, il y a quelque chose qui participe aussi de la représentation. Parce que là aussi, la notion de représentation a été assez écrasée par Lacan du côté du symbolique. Et on a remis en question, il y a multiples significations de la représentation en allemand, on a remis en question aussi la représentation uniquement spéculaire. Et on l'a pris côté Vertreten, c'est-à-dire côté substitution, côté à la place de, côté, etc. Voilà. Donc, je me suis permis un peu de sur ça. Quoi, voilà. C'est ce qui fait le charme de votre livre, c'est qu'effectivement, il y a une sensualité, les sens, le sens ne font qu'un. En tout cas, c'est pas bien de dire que ça ne fait qu'un, mais que c'est enraciné. Il y a une continuité dans la chaîne de développement, et moi ça m'a beaucoup fait penser à quelqu'un que j'utilise pas mal, qui est Bion, à savoir que pour moi ce qui m'a beaucoup convaincu dans Bion, c'est que la pensée, elle est complètement originée dans le sensible, et qu'il s'agit d'abord, avant qu'il y ait des concepts, des préconcepts, il y a des sensations. Et que c'est absolument essentiel pour que pour la vie tout simplement, mais que dans une thérapie d'enfant, faire résonner les sensations pour que les mots prennent sens, c'est quelque chose d'extrêmement important. Une petite anecdote, quand je me souviens de l'être occupé d'une petite fille psychotique, enfin autiste, vraiment autiste, qui parlait pas, et une fois elle n'était pas venue à sa séance, et j'avais demandé à la mère qu'elle me téléphone puisqu'elle pouvait pas la conduire, et dès qu'elle a entendu ma voix, elle a dit maquillage, parce que quand elle faisait ses séances avec moi, elle fouillait dans mon sac et effectivement, elle prenait des produits un rouge à lèvres tout simplement. Et donc, mon nom, c'était maquillage. Voilà, c'était toute l'étendue de ce qui se passait entre nous quand elle prenait dans mon sac le rouge à lèvres. Voilà, c'est ça. Et elle a appris à parler comme ça, évidemment. Oui, absolument. Pour Maurice,
replié sur lui-même, c'est un autre enfant. Donc en fait, il y a 2 thérapies de filles et il y a 4 moments avec des garçons. Alors il y en a un qui est très particulier avec un garçon que vous appelez un acte, où il a suffi simplement, le prénom, je sais plus si c'est Antoine, bon, je l'ai marqué quelque part, mais bon, où en fait il vous a suffi d'un acte, effectivement, et alors je vais le dire en 3 mots, c'est que les parents avaient raconté que cet enfant, c'était le père qui disait qu'il était, parlait presque pas, et qu'il était intéressé par pas grand-chose. Et alors vous lui avez demandé si c'était depuis toujours, et en réfléchissant, il a dit non, il me semble que c'était pas comme ça avant que sa petite sœur ne meure. Et donc c'est un enfant qui à a... la mère. À la mère, c'est aussi. Mais la mère, pas l'enfant. Oui. Oui, J'ai dû faire un lapsus sans me... Voilà, c'est pour ça que je ne rends pas compte de ce que j'ai dit. La première rencontre, c'est le père qui s'est déplacé. Oui. Voilà. Et donc il y a eu une grande question pour que, voilà, sans qu'il y ait forçage, la mère admette l'acte. Oui, mais c'est ça, mais voilà, j'en étais l'acte au qui a père, consisté, au fond, à sortir cette urne funéraire qui était sur le buffet où il mangeait, quoi, voilà. Il mangeait avec l'urne funéraire de la sœur devant, voilà. Et donc, plutôt que d'aller construire des tas de choses sur le deuil, etc., il y a un acte aussi dans le deuil où à un certain moment, il y a une nécessité de séparation. Et donc, voilà, et la mère a revenu. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui s'est... Voilà, parce que là aussi, que vous avez proposé, c'est vous qui l'avez proposé, c'était « et si on sortait l'urne ?» Voilà, donc ça, là aussi, dit au père. C'est la modalité dans laquelle vous intervenez, qu'il entende un peu l'importance et l'enjeu sans avoir une position surmoïque. Il faut absolument que... des choses comme ça, voilà, et dire qu'il entende, et qu'il y a un temps un peu différé, et qu'il en reparle, et que... voilà, c'est pour ça... C'est pour dire que je suis sensible à ce que vous dites, que c'est un livre qui, on pourrait dire comme Kundera, c'est l'insoutenable légèreté de l'être. Même si on parle effectivement de choses terribles qui sont le deuil, la mort, qui sont des choses, voilà. Et en même temps, c'est dans la mesure où c'est une question de bouche, c'est aussi un clin d'œil, enfin une mise en question de l'imagerie médicale neurocognitive, c'est-à-dire où on ne peut pas, ça c'est un apport lacanien important, vous me le concéderez, le fait que l'objet pulsionnel ne passe pas forcément du côté du spéculaire. C'est-à-dire l'oralité pour parler, l'alité, voilà. Oui, voilà. Oui. Mais ça c'est quelque chose qui est difficilement entendable par rapport à une inflation considérable actuelle de l'imagerie médicale. On n'entend que ça, l'imagerie médicale, comme si l'imagerie médicale méconnaissait aussi, il me semble, ça écrase, si vous voulez, la mise en jeu pulsionnelle de l'accès aussi à la langue, puisqu'il faut absolument voir les zones qui sont effectivement activées dans ce processus-là. Voilà, c'est pour ça, c'est le titre, la bouche, voilà, parce que quand vous dites dysphasique, bon, voilà, c'est un gros mot, mais après, qu'est-ce que vous faites de ça, hein? Voilà, c'est un concept, mais ça ne titre pas vraiment les enjeux même de la langue, voilà. Voilà. Donc c'est aussi ça, c'est dire que vous apportez aussi Lacan, ça me semble fort, c'est-à-dire considérer que l'objet pulsionnel ne relève pas forcément de l'imagerie médicale. Quoi, voilà. Oui, mais enfin... Même dans le langage, dans l'oralité. Moi, je reviens à Bion, il l'avait dit bien avant lui. Enfin, ou en même temps, ils étaient de la même époque, en fait. Ils s'étaient bien échangés. Et je veux dire, pour Bion, c'est absolument pas spéculaire, l'objet. Bon. Enfin, c'est des manières différentes de mettre en ordre le psychisme. Le dernier Lacan est plus pulsionnel quand même. Quand on voit Mélanie Klein ou Bion, enfin, c'est vraiment enfin, la pulsion à l'état brut. Vous avez quand même entendu que même si je concède à la Plécène, qui est quand même...
Et quand même, Mélanie Klein était quand même quelqu'un qui assommait de ses interprétations les enfants. Ça, je suis Il me semble absolument d'accord. J'essaye d'être assez pudique et absolument discret sur mes interprétations que je reprends littéralement. Et là, je me démarque totalement de cette géniale tripière, comme disait Lacan, mais alors qu'il martelait systématiquement. Si ton train rentre dans ceci, etc. Vous avez vu quand même, j'ai une certaine, j'essaye d'avoir une certaine discrétion et délicatesse par rapport à Mélanie Klein. Non, mais c'est évident. Mais je parlais du pulsionnel. Mais par contre, elle n'était pas dans la délicatesse. Mais il n'y a pas, si vous voulez, face à ce que vous avez dit au début, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métalangage. C'est pour ça que je voulais que ce soit un livre bref, pas pareil que d'autres occupations. Mais que ça, voilà, c'est toute la question de l'interprétation, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'interprétation référentielle ou doctrinale ou de savoir. Ça s'appuie sur à la fois soutenir le transfert et le matériel, j'essaye, et le matériel le matériel de l'enfant. Non, mais ça, c'est une démonstration extrêmement probante, légère et utile. Voilà. Donc, je continue un peu. Non, même beaucoup. Donc, non, parce que bon, de toute façon, c'est bien comme ça. Vous dites quand vous avez envie de dire beaucoup comme ça. Mais justement, par rapport à cette histoire d'imagerie, donc l'imagerie médicale, j'avais l'impression, avec votre livre, c'était un peu comme un film, j'ai trouvé, moi. Alors, bon, je vais parler du tableau enfin, il y a 2 tableaux. Donc, il y en a un de Dubuffet que vous appelez, enfin, c'est pas que vous appelez, qui s'appelle Récit du sol. Donc, je m'étais demandé, est-ce que, pour vous, il s'agit de ces empreintes? Enfin, pourquoi vous avez choisi Pourquoi vous l'avez choisi? Parce que je crois que voilà, par exemple, ce que la novlangue actuelle écrase totalement, c'est le récit. Actuellement, dans les institutions, on demande une espèce de Rider Digest d'éléments cliniques, et qui, à mon avis, sont aussi surdéterminés par la technique. C'est-à-dire que, par exemple, le tableau Excel, l'informatique, pousse à cette espèce de compression de l'information. C'est de l'information. Voilà, voilà. Vous voyez le saut qu'il y a entre un tableau Excel, l'inclusion du tableau dont nous parle Lacan dans les Ménines de Velázquez, et le tableau de Magritte. Voilà. Donc, vous voyez bien, moi, j'essaye de faire jouer le tableau de façon différente. Mais il y a quelque chose qui est aussi propre, à mon avis, alors comme si c'était le must du must, quoi. C'est-à-dire les managers des institutions actuelles considèrent que si vous avez un truc en tableau Excel, c'est absolument extraordinaire. Il y a quelque chose du mythe du tableau Excel. Alors, c'est vrai peut-être dans certains champs. À l'industrie. Oui, voilà. Mais le gros problème, c'est de vouloir importer ce paradigme-là dans le champ clinique et institutionnel. Et ce livre est venu aussi d'une espèce de colère par rapport à ce qu'a proposé l'ARS, c'est-à-dire l'agence Agence régionale de la santé d'Aquitaine, qui a proposé des choses absolument dont j'ai entendu dire, ou par rapport à des analysants, par rapport à une nouvelle pratique, par exemple, des institutions où est prônée la notion de plateforme. Vous voyez? Vous vous rendez compte que accueillir le discours de parents, c'est une plateforme. Et la plateforme, maintenant, serait uniquement comme vous. La plateforme, oui, c'est vraiment une forme assez... Oui, voilà. Enfin, oui, voilà. Et donc, vous voyez, plateforme, ça s'utilise dans les plateformes téléphoniques, mais il faut être dans les plateformes... Voilà, le mot plateforme, maintenant, c'est extraordinaire. Quoi. Si vous travaillez dans une plateforme, sans qu'on vous demande les conditions de travail, bien entendu, mais alors vous vous rendez compte, l'institution devient une plateforme et dédiée, alors ça aussi, c'est un nom extraordinaire. Maintenant, tout est dédié.
Oui, ça vous fait rigoler, mais c'est pour ça qu'elle a rigolé par rapport à mon bouquin. Donc, tout est dédié maintenant. Voilà, ça vous êtes dédié, vous avez un service particulier, c'est dédié, enfin, c'est un signifiant inflationniste, vous entendez partout. Vous êtes dédié à, voilà. Et donc là, c'était une plateforme, et notamment plutôt pour repérer tout ce qu'ils appellent, donc, les TDA, troubles de développement, voilà. Donc, le spectre avec une espèce autistique, avec une très large envergure, voilà, tessiture, puisque c'est un spectre, voilà. Voilà, donc il y a une, ça m'a fait réagir, donc par rapport à quand même à cette question du récit, et ce qui m'a fait le plus aussi absolument réagir, c'est que ce texte parlait du fait d'une expertise parentale. Et donc, alors le mot expert, ça vous l'avez partout. Hein. Je vous m'adresse à vous vous voyez les débats à la télévision. Je m'adresse à vous en tant qu'expert. Je vous demande votre expertise. Enfin, l'expert, ça flambe de partout. Je l'appelle parfois experversion, mais bon, voilà, ça flambe beaucoup. Voilà. Et donc, vous vous rendez compte, c'était supposé. Et les parents. Alors ça, c'est un peu les groupes de pression des associations de parents d'autistes, etc. Le collectif des parents était censé contrôler ce qui allait se passer dans des institutions médico-psy. Voilà. Et donc, ils avaient l'expertise, parce que, voilà, on parle pas de... Moi, mon livre, je suis très... Enfin, j'entends combien c'est difficile de vivre avec un enfant autiste. Je dis ça, je dis que, voilà, je dis qu'il n'y a pas, je crois que j'ai dit ça, qu'il y a eu une réaction extrêmement forte de mères d'autistes sous prétexte qu'on les avait traitées de mères frigidaires. Voilà. Oui. Bon, voilà, donc là, il faut se garder toujours de jugement, parce que comme une mère d'autiste a son histoire, donc il faut l'entendre dans une certaine humilité, enfin voilà. Et donc, ces mères d'autistes on pourrait dire en miroir ou spéculairement, avait effectivement attaqué la pratique des packing, parce que le packing était effectivement une affaire de maltraitance, parce qu'on rafraîchit, et donc il y a du frigidaire, il y a de la chaleur, et donc on voyait très bien que c'était une espèce en miroir, enfin à mon avis, elle répliquait. Voilà, c'était une réplique, c'était effectivement ça, quoi. Voilà, donc tout ça m'a fait un peu réagir. Hein, voilà. Donc le récit, c'est... Voilà, le récit. Voilà. Donc effectivement, en vous lisant, moi j'avais à la fois une scène de théâtre, un film, et nous avons des tableaux. Donc le tableau, alors je vais vous parler du tableau du buffet qui sont des traces, des empreintes, mais il y a celui dont vous parlez très largement et de manière que j'ai trouvé très intéressante, de Magritte, qui s'appelle La condition humaine. Alors, dans ce tableau, moi, ça m'a fait penser, bon, c'est une association, c'est pas la même chose, à la bande de Möbius, c'est-à-dire que c'est la manière dont l'intérieur et l'extérieur peuvent s'interpénétrer, se retourner, mais là, c'est beaucoup plus élaboré, je trouve, enfin, le dispositif est plus compliqué, donc ça s'appelle la condition humaine, et il parle lui-même, Magritte, c'est ça qui est curieux et intéressant, il fait un commentaire de son œuvre, voilà. Donc vous dites, alors je sais pas si c'est vous, Magritte, vous me direz, je lis, le paysage mental ou le tableau clinique de l'enfant déroulerait son relief accidenté selon la brisure de ses trois dimensions. Son comportement, qui est donné à voir, se regarde par la fenêtre de la réalité. Alors, je sais pas, c'est quelle page? C'est page 70, j'ai dit 87, mais c'est pas du tout ça. 70, 71. C'est-à-dire page 70, il y a la photo du tableau, la reproduction, et puis à la page d'après, il y a le commentaire. Donc, son comportement qui est donné à voir se regarde par la fenêtre de la réalité, donc on voit le paysage, lequel comportement comporte la répétition de scènes, le montage fantasmatique qu'il a inclus
dans un tableau d'où, dès sa naissance, il a déjà été regardé dans les coulisses de son histoire. Ça, c'est vous qui le dites, ça peut pas être Magritte. Non, c'est pas vrai. Non, mais il dit des choses de son tableau. Donc ça, c'est le deuxième volet. Enfin, le rideau coulissant peut réouvrir ce qui s'était refermé, entre parenthèses, les lettres de cachet de son histoire, fermez la parenthèse, en faisant passer ce réel catastrophique au jeu de la représentation, dégageant ainsi un interstice, une respiration pneumatique, soufflant la collusion et la saturation de ces trois registres. Voilà, je trouve que ce tableau, quand vous le verrez, il est très bien pour ce que vous dites, quoi. Voilà, et ça en rend bien compte du travail dont vous avez témoigné. Oui, parce que je peux me permettre de vous dire que Lacan a... J'avais fait il y a bien des années déjà, mais j'avais fait un CD-ROM sur Lacan et la peinture. Et j'avais essayé de repérer comment faisait-il citation de la peinture à un certain nombre de tableaux pour indiquer quelque chose qui touche l'analyse sur la représentation. Voilà. Et donc, il cite aussi ça, et donc il avait été intéressé sur les questions d'incrustation, de mise à l'abîme entre le miroir dans le tableau ou le tableau dans le tableau. Voilà, il cite ça, c'est je crois dans l'objet de la psychanalyse où il y a beaucoup de développement. Et donc, la peinture est aussi intéressante parce qu'elle met en question qu'est-ce que c'est que la représentation. Voilà, donc il a passé beaucoup de temps à parler du tableau des Ménines, et donc c'est là où il indique que comme le peintre, l'analyse doit être dans l'inclusion du tableau, ce qui nous démarque évidemment des tableaux d'Excel, mais en même temps des tableaux cliniques dont Foucault parle, dans la taxinomie extérieure, etc. C'est une exigence c'est une façon de faire jouer la notion de tableau. Voilà, il a parlé de ça. Et il parle effectivement aussi de cette citation de Magritte, notamment dans ce qu'il appelle le frame, le cadre, le bâti effectivement du tableau. Donc ça, la peinture aussi l'a aussi saisi. Enfin bon, il y a de multiples façons d'apprendre les choses, mais ça l'a, voilà. Non, mais c'est vrai que si vous, voilà. Quand vous parlez de Lacan et que peut-être un peu sommairement, comme ça, je dis, il y en a d'autres qui ont dit ça avant. Oui, oui, non. Mais bon, je reviens sur ce que je dis quand même, parce que c'est pas tout ce que je veux dire, c'est juste un moment. Mais là, c'est assez extraordinaire parce que là, vous avez une superposition fabuleuse dans le tableau de Magritte. Et donc il a parlé de ce tableau-là de Magritte. Il le cite, mais il n'a pas analysé ou développé. Mais il a surtout parlé des Ménines. Mais c'est plus simple, je trouve, à repérer dans ce que vous nous dites. Non, parce que là, les ordres de représentation sont extraordinaires. Elles sont superposées. La fenêtre, c'est la réalité. On se plaint souvent du comportement de l'enfant, de ce qu'il est, etc. Mais en même temps, on voit dans l'histoire qui va donc être lui-même pris dans un tableau. Donc c'est la deuxième quand vous le dégagez. Et puis là, voilà, l'enjeu, c'est d'en faire quelque chose qui se joue entre le rideau et qui va effectivement apporter peut-être, voilà, du jeu entre la saturation, la collusion des trois registres. Voilà. Tout à fait. Et quand vous parlez de la représentation donc, du point de vue visuel, moi je pensais beaucoup aussi en vous lisant à la représentation théâtrale, parce qu'on parle d'une représentation aussi, et les séances dont vous vous rendez compte, c'est quand même du théâtre, enfin c'est extrêmement vivant, il y a des choses, je sais pas, moi ça me fait penser maintenant par exemple à la leçon de Ionesco, enfin où il y a quelqu'un qui dit, la fille qui dit j'ai mal aux dents, parce qu'elle veut pas apprendre des mathématiques. C'est des choses de cet ordre-là qui me venaient en tête, et c'est vrai que alors avec les enfants, on est amené à jouer de différentes manières, c'est-à-dire qu'il y a des gestes qui sont faits, il y a des mots qui sont répondus, il y a des tas de représentations possibles. C'est-à-dire qu'elles peuvent être visuelles, elles peuvent être vocales, elles peuvent être
tactile, voilà, on pique, alors, évidemment, comme vous dites, on fait semblant, on ne fait pas pour de vrai, évidemment. Hein, évidemment. Ça, je crois que ça, c'est, pour moi en tout cas, c'était comment dire ça, c'était dans un enjeu analytique, c'était la différence et la spécificité de mon plaisir à travailler avec des enfants. C'est-à-dire qu'on n'avait pas dans des cures d'enjeux corporels. Bon, voilà, sauf, dit-on, dans les dernières périodes lacaniennes. C'était un peu limite dans ces questions-là, pour Lacan, voilà. Mais sinon, vous n'êtes pas énormément convoqué dans la question corporelle, quand même, dans une analyse de l'adulte. Même s'il y a des choses, quand même. Il y a, mais la question avec l'enfant, c'est ce que vous dites. C'est au fond, est-ce que vous allez vous laisser supposer, puisque c'est quand même le terme de Lacan dans le transfert, la supposition, c'est un très joli mot, la supposition. Est-ce que vous allez vous laisser supposer et inclure dans la scène qui va vous proposer? Voilà. Et ça, voilà, j'ai eu une période de ma vie où ça me faisait une coupure par rapport éventuellement à des analyses différentes, quoi. Et je crois qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de votre question, de votre histoire, ouais, je sais pas, aussi du fait d'être père ou pas, ou d'être mère ou pas. Il y a quelque chose d'avoir été un enfant, qui vous met en jeu, parce qu'il y a des analystes qui jamais au grand jamais, voilà, ne pratiqueraient avec des enfants, des choses comme ça. Et du reste, alors pour le coup, il y a eu chez les lacaniens, il y a eu des différences importantes, par exemple par rapport à la pratique du psychodrame. Certains ont considéré que, alors non, pas du tout, on n'était pas dans du symbolique pur, voilà. Alors que la dernière, voilà, l'équivalence des trois dimensions reconvoque sur cette question, quoi, voilà. Mais je crois que Lacan aussi utilisait beaucoup l'acte dans ses cures. Hein. Oh bah oui, ça, il utilisait l'acte. Avec lui, voilà, il y avait l'acte qui était, voilà, parce qu'il y a aussi ce que vous appeliez le désencombrement. Parfois, il y a de l'acte, il y a quelque chose qui peut passer dans cette cas dont vous avez parlé, voilà. Oui. Alors, ça m'a fait penser aussi, moi, au temps où j'avais commencé à faire de la psychanalyse d'enfants, les analystes, enfin, reconnus, que je nommerai pas, parce que je les respecte et que ça paraîtrait ridicule, disaient qu'il n'y avait pas de transfert avec les enfants. Mais c'est fou d'entendre ça maintenant, je veux dire, déjà sur le coup ça me plaisait pas beaucoup, mais maintenant ça me paraît, en vous lisant, encore plus, parce qu'en fait c'est tout le contraire, c'est-à-dire que la question c'est qu'est-ce qu'on va en faire, parce que justement ils y vont pas avec le dos de la cuillère, quoi. Le transfert ils vous le balancent, alors que la plupart des adultes bien élevés ils font un peu attention, quoi. Ils vont pas. Les enfants ils ont que ça aussi. Le langage, ils l'ont, enfin souvent, ils s'adressent à nous avec des mots aussi de manière tout à fait pertinente. Mais c'est vrai que le rapport, c'est ça. Alors je sais pas, je dis c'est ça, mais je sais pas ce que c'est que ça. Au sens, aux organes des sens. Et on peut dire aussi, je crois que, bien sûr qu'il y a du refoulement. On peut pas dire que c'est la vérité toute crue qui sort comme ça. Bien sûr, il y a du refoulement. Mais que malgré tout, on peut penser que les choses ne sont pas fixées, voilà, qu'elles sont souvent beaucoup plus souples, plastiques qu'avec un adulte. Donc, si les choses sont jouées dans le sens du jeu, du playing même winnicottien, ça peut se dénouer, se décoaguler, se désengorger, enfin on peut trouver tous les mots qu'on veut, et voilà, c'est une des différences, mais c'est cette question du jeu, finalement, on tourne autour. Oui, mais là, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire alors? Ce que vous dites, c'est qu'il y a quelque chose qui effectivement fait que le matériel est souvent mis en acte. Il y a une mise en acte, voilà. Mais elle peut être aussi côté de l'inhibition. Hein, c'est pas forcément toujours côté acting ou côté agitation, etc. Il y a des enfants
qui peuvent être extrêmement inhibés avant qu'ils s'adressent à vous dans le transfert. Hein. Voilà. Donc il y a aussi, je dirais, à supporter le point où ça en est, à la différence, à mon avis, un peu des anglo-saxons, de Mélanie Klein, ou même parfois au Winnicott, il y met ses plis. Dans le Swiggle, il y met ses plis, il insiste, etc. Là, à mon avis, il y a une position lacanienne qui est à la fois plus dans la pudeur et l'abstention, mais qui n'est pas du tout complètement neutralité et mortifère, mais qui est quand même, qui tient à cela. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'on laisse vide et mais on se laisse supposer, et quand on y est inclus, quoi. Mais voilà. Ça vient du matériel de l'enfant. Il me semble que ça, c'est plutôt une position lacanienne. Voilà. Pas une position d'air potentiel, de chevauchement, d'air transitionnel. À mon avis, et non pas une position de bombardement systématique. Oui, oui. Le bombardement, ça fait fuir les adultes, mais ça peut faire, en période de guerre, mais ça peut faire fuir les enfants. Le bombardement, oui, c'est, certain. Voilà, elle croyait à un symbolique bombardier, Mélanie Klein, voilà. Mais bon, ça fait partie, mais Lacan il dit que c'était ça, qu'elle a inculqué la structure de l'Oedipe, qu'elle était une géniale tripière, qu'elle maniait très très bien la projection, l'introjection, des choses comme ça, voilà. Mais c'était quand même des interprétations, voilà. C'est pas le mi-dire lacanien, voilà. Moi, je suis quand même s'il y a une part d'acte qu'on a dans ce qu'on pratique avec des enfants, voilà. Mais il faut se laisser plutôt inclure. Voilà. Alors à propos de greffe, puisque lui disait, je sais pas, c'est Lacan qui a dit qu'elle lui avait greffé, je sais pas quoi, le sujet ou celle qui parlait de greffe, je sais pas. Je crois qu'il a parlé pour Mélanie Klein qu'elle lui avait greffé le symbolique. Le symbolique, oui, voilà, il y avait une espèce d'inculcation. Voilà. Alors vous avez une expression très jolie, vous parlez de bouturage de la langue. Ouais. Alors là aussi, il y a une idée de greffe. Mais c'est pas la même chose. Et c'est vrai qu'on a aussi du végétal, quoi. Il y a de l'animal, il y a du végétal, il y a plusieurs registres du monde. Bon, écoutez, moi je termine alors en disant que de toute façon, ça n'a pas de sens, mais que ce que je trouve très intéressant dans votre livre, c'est que vous donnez l'envie et le courage de persévérer dans la pratique avec des enfants, en privé et en institution, là où le discrédit risque d'en dissuader les jeunes générations. Et je trouve que là, vous faites vraiment une œuvre utile. Ben oui, parce que, je sais pas, bon, là, il s'agit d'enfants, mais actuellement, moi, je vois que on dit aux jeunes qui commencent à travailler dans des institutions qu'il faut que ça dure pas longtemps et que le transfert, surtout, ne prenne pas, parce que sinon, on pourra pas arrêter, quoi. Donc, je trouve que c'est pas mal que les jeunes puissent lire des choses comme ça. C'est le symptôme, les avatars de la gestion. La gestion a aussi envahi tous les secteurs de l'existence, je dis ça. On gère tout. Oui, bien sûr. Mais en fait, dans ce domaine-là... Je suis souvent en colère contre ma fille qui dit je le gère, ça va très bien. Oui, les mêmes. Oui, c'est passé dans le mot gérer est absolument. Donc vous voyez bien l'économique du temps, de la consultation, le rétrécissement des synthèses. Fait qu'il y a moins ainsi, etc. Donc il y a des positions à tenir et voir les enjeux. Parce que vous pouvez très, très bien rétrécir le temps en disant qu'il n'y aura pas de transfert, mais il faut voir ce que ça donnera ensuite. C'est comme si vous avez un menuisier, un ébéniste qui dit mon meuble, je vais le faire, je vous le fais en 3 jours. Un ébéniste, il va découvrir les surprises du bois, il va voir comment ça travaille, il va avoir des avatars, et donc il va faire une œuvre, il va le construire de façon artisanale, Donc ça, c'est, Bon, ce qui ne veut pas toujours, c'est pour ça que j'ai présenté aussi l'histoire de l'acte est une histoire rapide. Il peut y avoir, personne ne peut déterminer la temporalité même de ce qui va se passer, Après, c'est pas forcément, c'est souvent l'idée qu'on a de l'analyse, Les gens qui viennent vous voir, ils
disent ah oui, mais alors comment ça va durer, etc. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui est peut-être lié au texte freudien, l'analyse finie, l'analyse infinie. Il y a quelque chose aussi qui dans la représentation fait que l'analyse est voilà. Et même si on a cru l'abréger dans la brièveté de séances courtes, il s'avère que les séances courtes, ça peut durer 20 ans. Voilà, non mais voilà, il y a quelque chose qui est aussi bon, après on peut étoffer la question de la ponctuation, il y a plein de choses. Mais enfin, on s'aperçoit que la question du temps quand même, du temps de l'analyse est toujours posée. Voilà. Et donc avec les enfants voilà, et le temps n'est pas le même. Voilà. Alors après, c'est la question que vous avez posée, c'est-à-dire à quel moment vous dites qu'on considère que ça peut être la fin, est-ce qu'on se règle sur les symptômes, que disent les parents, est-ce que vous vous réglez sur le matériel? Il y a des questions intéressantes sur la fin d'un. Mais comme vous l'avez dit, on n'est pas, dire un enfant, on va pas régler la question du choix de ses alliances à 25 ans, voilà, s'il va devenir gay, s'il va devenir lesbienne, s'il va devenir hétéro, ça on n'en sait quand même pas grand-chose. Généralement, quand on a fait des prévisions par exemple, on a fait des prévisions sur le petit Hans, les gens ont dit beaucoup de choses. C'est pas du tout. Oui, non, voilà, Lacan voulait en faire un cavalier à cause en fait, il est devenu un grand metteur en scène de théâtre. Ouais. Il y a des raisons pour lesquelles il est devenu en metteur en scène de théâtre. Mais on ne pouvait pas le deviner. Ben non, voilà. Donc, si la psychanalyse tombe dans la divination et dans la prévision, je pense pas que ça serve à grand chose, quoi. Alors que les médecins aiment bien ça. Diagnostic, pronostic, prévision. Ça c'est un paradigme médical, ils adorent ça. Et un médecin, il faut qu'il dise quand même la prédiction. Et nous, je crois que l'impossible dont parle Freud dans notre métier, c'est quelque part de dire, ben oui, on n'est pas vacciné, mais en même temps, on a barré quelque chose d'une histoire, voilà. Mais il y a du risque, voilà, c'est du à barrer, de l'inattendu. Il faut être prêt à l'inattendu. Voilà. Mais voilà, ça laisse encore ouvert. Et puis vous avez, il y a des événements, vous savez pas si votre chat va mourir, ce que ça va vous faire, voilà. C'est ce qu'ils veulent faire maintenant avec les enfants, dès la maternelle. Ils veulent faire des prédictions s'ils vont devenir délinquants. Oui, absolument. Mais ça, c'est un scientisme, un savoir absolument terrible, qui peut virer parfois au totalitarisme, en disant voilà. Mais on a de plus en plus, du reste, de gens qui arrivent qui ont des espèces d'étiquetage, de collage d'un enfant qui dit je suis autiste. Vous avez l'entrée, si vous voulez, parfois de la consultation, se fait sur une forme de serrage comme ça référentiel. Et voilà, donc après à nous de savoir un peu le déjouer, où je suis dépressif. Maintenant ça se présente comme ça. Les gens vous parlent pas tout de suite. Et donc c'est à vous de le détourner, de déjouer. Alors ça vous me permettez, c'est aussi un apport lacanien, c'est de passer de ce savoir référentiel à un savoir textuel. Quand quelqu'un, pendant des années, un médecin généraliste en disant qu'il était déprimé, et tout d'un coup il parle 3/4 d'heure et on peut entendre qu'il se passe, ça change. Donc il y a du récit. Voilà. Absolument. Donc ça me permet de poser la dernière question que je voulais ouvrir, qui était la question de la structure. C'est-à-dire voilà. Alors je trouvais que avec les enfants que vous nous présentez, on a l'impression que jamais ne se pose la question de quelle structure il a. Alors avec les adultes, je ne sais pas comment vous faites avec, mais c'est certain qu'avec les enfants, on a beaucoup moins tendance à poser cette question, la structure. Est-ce que c'est parce qu'ils sont justement en développement et qu'on pense que tout peut changer? Mais est-ce que c'est aussi parce qu'on se situe dans quelque chose où la structure n'importe pas tellement? Voilà. Je m'arrêterai bien là-dessus. Oui, c'est une question intéressante. Il y a une tendance lacanienne où il y avait une façon de repérer absolument la structure. Voilà. Donc ça, c'était important, qui reprenait un peu le triptyque, aussi le triptyque freudien, névrose, psychose, perversion. Voilà. Mais c'est-à-dire, je pense,
les enfants reçoivent aussi dans les consultations, mettons, de pédiatres, de médecins généralistes, etc., quand ils viennent, parce qu'ils arrivent rarement vierges. Ils ont toujours un parcours antérieur. Donc, je pense qu'il y a un allègement quand même à donner dans l'entretien, même s'il part de vers vous, vous pouvez aussi, par exemple, garder certains repérages. Voilà. Bon. Par exemple, ça c'est vrai des adultes, c'est-à-dire par exemple en termes je pense qu'il y a des sauts, par exemple, c'est-à-dire en termes de psychose, bon, je pense qu'il y a quelque chose qui vous met en alerte quand vous entendez que quelqu'un, le moindre mot, va être persécuteur. Donc vous allez vous méfier, vous allez effectivement faire que vous n'allez pas envenimer, en termes lacaniens, l'axe à prime. C'est-à-dire effectivement tout ce qui est de l'ordre de la susceptibilité, de la vexation, des choses comme ça. Et donc ça vous règle un peu. Voilà, il y a quelque chose que vous pouvez entendre et qui vous permet aussi de vous situer, quoi. Parce qu'il y a une différence entre l'interprétation en termes d'équivoque un peu pour des gens qui peuvent l'entendre et une interprétation, puisqu'on dit déjà que les psychotiques sont interprètes de ce que vous allez faire par rapport effectivement à la langue d'un psychotique. Donc, par ailleurs, par exemple, il y a un saut qui est que dans la psychose, vous avez effectivement des éléments de certitude délirante qui sont pas forcément de notre ordre. Donc là, il y a une question de comment vous allez faire, comme dit Lacan, secrétaire un peu de la psychose, entendre un peu cette certitude, même si quelqu'un donc là, il y a un saut, voilà, qui va peut-être vous régler, façon de vous régler dans notre enfer, si forcément, mais vous n'êtes pas forcément, comme maintenant on le veut dans la psychiatrie, disant vous êtes schizophrène, vous allez gérer ceci comme cela, vous allez être... Non, il y a quelque chose que vous... Voilà. Mais bon, mais par exemple, même si vous prenez la question de la structure psychotique, sur quoi vous réglez? Alors vous pouvez régler, par exemple, en termes lacaniens, sur la première version de la forclusion du nom du père. Mais moi, je veux dire, ma pratique m'amène à penser qu'il y a des psychoses qui sont multiples. Voilà. Et par exemple, la dernière mouture autour du borroméen, de l'expérience de Joyce et du fait de dire que plutôt la psychose, c'est effectivement le lâchage des trois dimensions et moi, c'est une autre position. Puisque là, il met en jeu aussi le corps, le sentiment d'appartenance à un corps, le détachement, la dépersonnalisation, voilà. Donc, vous avez des éléments pour chacun de nous qui vont se donner une idée de ce qu'ils vont considérer comme d'ordre psychotique. Voilà. Je parle en début de cette expérience qui pour moi était absolument étonnante de cet enfant qui entendait une voix. Un enfant qui avait quand même, c'était pour moi peut-être mes préjugés, mais la voix était, voilà. Par exemple, la voix et le regard, ça, c'est des façons aussi dont ces objets pulsionnels marchent différemment, sûrement, dans la psychose et dans la névrose, voilà. Pas pareil, quelqu'un qui se sente toujours regardé ou persécuté, qu'on lui veut quelque chose, plutôt que quelqu'un qui ne peut pas se passer de regard de l'autre pour vivre, enfin, il y a des nuances, ou la voix. Mais quand vous êtes parlé, voilà, la psychose, c'est quand même une façon d'être parlé, hein. Il y a quelque chose comme ça qui fait un saut. Bon, et cet enfant, donc, alors j'ai pas dit, si vous voulez, aux parents, il est psychotique. Ma question à moi, c'était d'entendre à quoi faisait écho cette voix. Hein, cette voix où cet enfant entendait tutoie, ce qui est quand même absolument étonnant. Voilà. Et donc c'est parce que j'ai essayé, vous appelez ça résurgence. Voilà, j'ai entendu voilà, parce que effectivement cette mère a pu me dire qu'à un certain moment dans l'inscription dans l'ordre de cet enfant, cette question était venue et que quelque chose avait muté et avait changé. C'était un enfant qui avait un retour de cela, mais il n'était pas totalement voilà, pris dans du mortifère. Et ça, c'est intéressant, par exemple, sur la question de l'autre. C'est-à-dire, on a tendance dans le lacanisme à croire que l'autre, c'est fermé. C'est une structure de répétition automatique, etc. Or, à mon avis, les événements viennent mordre sur l'autre. Là, par exemple,
cette femme, voilà, elle tombe enceinte, et donc elle inscrit son enfant, et tout d'un coup, elle a son homme qui fait un épisode terrible, etc. Et ça remanie sa vision. L'inscription dans l'autre de cet enfant bouge. C'est pour ça que je cite, et j'aime beaucoup ces passages de Lacan, où Lacan dit que l'autre, c'est comme un cheval de Troie, qui est rempli qui a un gros ventre de signifiants. Mais en même temps, dans l'histoire de Troie, ça se déverse dans l'extérieur. Hein, c'est pas des signifiants qui sont toujours complètement encapsulés. On a tendance à penser qu'il y aurait une fixation totale de l'autre. Et donc là, c'est plus une position aussi deleuzienne, c'est-à-dire l'événement en tant que tel. C'est pour ça que vous ne pouvez jamais dire au cours d'une analyse, voilà, quelqu'un peut avoir un deuil qui n'apparaissait pas au début, et quelqu'un n'est pas venu pour une histoire de deuil. Vous pouvez avoir quelqu'un qui déclenche un cancer, qui déclenche une maladie. Vous avez des événements qui vont donc entraîner des subjectivations différentes en fonction de la façon dont le sujet est inscrit dans l'autre, quoi. Donc la structure, elle est... Oui, il y a des repérages. Les événements font le lit de la structure. Oui, il y a un passage là. Oui, je pense, je suis... Pardon, allez-y. Oui, non, Non, je mais... rappelais ce que vous disiez en mettant en jeu la dimension diachronique et sans oublier la symphonie aussi. Oui, absolument. Alors ça, c'est le schéma, donc c'est extraordinaire, le schéma de Lacan avec cette espèce de boucle, c'est d'un minimalisme absolu. Hein, c'est-à-dire vous avez l'axe où effectivement il y a quelque chose qui va dans la diachronie, qui avance, et le recoupement par anticipation et rétroaction. Donc c'est une boucle que je trouve minimaliste, mais fortement minimaliste, parce qu'elle condense, si vous voulez, c'est comme une petite formule, voilà. Voilà, il y a un côté épure qui me plaît, voilà, etc. Alors que vous me disiez, le dispositif de la c'est un dispositif technique, oui, mais je crois que ça existait dans le commerce. Oui, oui, mais moi j'ai écrit là-dessus. Ah, vous avez écrit là-dessus. Ah, mais je comprends mieux. Oui, on appelait ça une ardoise magique. Donc moi je comprenais très bien ce que c'était. Ah, c'est formidable. Ah oui. Oui. C'est magique. C'est magique, effectivement. Oui, ça s'appelle une ardoise magique. Ah oui. Alors vous avez donc, mais il y a des limites. Parce mais que je sais pas si ça existe encore, mais moi j'avais ça. C'est bien On dommage, était enfant. Ah oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'est absolument. Et oui, parce qu'on peut effectivement la cire à toutes les empreintes. Oui. Et rester dedans des traces. Et oui, donc Mais je trouve que ça peut se représente déchirer. drôlement bien. Mais après, il peut y avoir une saturation. Oui, mais en tout cas, on sait qu'il y a des empreintes. On sait qu'il y a des la empreintes. trace, on ne peut pas l'inscrire. Ah oui, oui, vous ne pouvez pas indéfiniment sur votre bloc. Oui, c'est voilà. ça. Sûrement, Non, mais c'est pour ça que Ça devient je n'ai pas palimpseste, quoi. Voilà, mais je n'ai pas aucune hiérarchie. Non. Hein, mais c'est très bien du reste. Mais non, mais baroque pour moi n'est pas négatif. N'est pas négatif. Le baroque lacanien est extraordinaire. Le baroque, voilà, quand il dit. d'accord. Comment? Ça va être de là. Ah oui, bah voilà, quand il va en Italie et qui visite beaucoup d'églises, etc. Le baroque, c'est Sainte Thérèse d'Avila, et le baroque, c'est le ruissellement, c'est extraordinaire. Mais peut-être que j'avais fait ça. Peut-être que chez Lacan, il y a les deux. Il y a des écritures gongoriques absolument extraordinaires qui sont très baroques, très superposées, etc. Et il y a un côté de cette tension quelquefois. Il y a un côté mathème, alors là, qui est dans l'épure totale. C'est-à-dire, voilà, quand vous écrivez, oui, S barré poinçon petit a. Voilà, parce que vous dites que là c'est une épure, mais moi j'ai coincé sur les signes. Oui. Après, je ne l'ai pas développé, oui, non, d'accord. J'ai pris là. Parce que c'est, il y a un delta, il y a un S barré, il y a. Même le croisement. Mais ça, vous l'avez dans les. Pardon. Oui. Mais j'ai pas, simplement pour dire ça. Mais voilà. sinon, c'est vrai que c'est simple si on le voit comme ça, les deux axes. Mais vous mettez bien en évidence, là, dans ce que vous reprenez du graphe, comment le pulsionnel croise le discours, en quelque sorte. Hein, et je crois que c'est un des points aussi cruciaux de oui, dans le grand développement du graphe, vous avez les superpositions. La première, c'est plutôt côté signifiant, et l'autre, après, met en jeu la question de l'objet A, qui est
qui est sur le haut sur le quai Voy, au-dessus. Il y a, les deux apparaissent. Alors c'est assez joli parce que là, finalement, le récit, la narration d'une histoire, on peut l'entendre aussi comme une biographie. Mais au sens où on la décompose, nous, comme un peintre décompose, on la décompose dans la graphie de ce qu'on entend. Voilà, et ça passe à la biographie, c'est-à-dire on entend un peu, effectivement, le jeu de la rétroaction, de l'anticipation, le jeu des répétitions, ça passe à biographie. Voilà. Ce que vous dites, pourquoi avoir choisi le tableau des récits du sol, c'est extraordinaire parce que vous avez, il appelle ça récit du sol, ce qui est déjà un effet poétique d'impropriété, de transférer au sol l'idée d'un récit. Voilà, comme si des coups enfin on peut en entendre, il y a une généalogie qui donne des racines, voilà, un rhizome. Et alors ça, je crois que c'est intéressant sur la question de la filiation et la généalogie. C'est-à-dire que souvent, ça a été une critique que Deleuze a fait par exemple en disant la psychanalyse c'est l'arbre généalogique, grosso modo, qui va s'ériger autour du grand phallus, quoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Or, il y a justement dans une histoire beaucoup de bifurcations. Ouais. Des bifurcations qui sont pas forcément des embranchements aussi binaires qu'on le croit. Et on va croire par exemple qu'il suffirait par exemple dans un génogramme de faire symbolisation d'une histoire pour que ça soit réglé. Or, justement, il faut qu'à travers ce qui est nommé, quelque chose soit retraversé, des points pulsionnels et imaginaires en jeu dans cette tromperie, on pourrait dire de l'autre, ou voilà, comment on a été mordu. Ça c'est très joli, parce que Lacan renomme l'inconscient, il dit ce qui mord, enfin, c'est-à-dire il reprend les termes de Joyce quand il parle de Agenbit of Inwit, c'est-à-dire ce qui vient vous remordre. Vous voyez qu'on entend, c'est pas une bévue par exemple, c'est autre chose, ou c'est pas conscient inconscient, c'est ce qui mord. Et c'est joli mord, parce que mordre c'est à la fois ce qui vous entame, et en même temps ce qui mord sur des questions de limite, ce que je dis au début. Mordre, et puis on entend la mort. La mort, enfin, le mordre, voilà, il a dit aussi que ceux qui sont mordus par l'inconscient, le mordre est assez, voilà, pour des critiques qui diraient que lacanisme est absolument intellectuel, uniquement du symbolique, là, le mordre, c'est quand même, il y a quelque chose qui fait entendre de ce côté-là. Et si vous avez l'occasion d'avoir un peu de temps disponible, il y a une expo de Pennon à la Bibliothèque nationale. Pennon est un type qui a travaillé sur le problème des arbres, hein, et des empreintes, des écorces, et des textes et des récits qu'il double aussi. Du reste, il appelle ça la sève de la pensée. Et vous verrez que il y a tout un jeu de particulier de la poussée même de l'arbre à l'intérieur des poutres qui reprennent des bifurcations multiples. La généalogie, c'est pas uniquement du binaire du génogramme, il y a des enjeux aussi de bifurcation énormes qui peuvent se superposer dans une histoire, mais qu'il faut effectivement, comme la poussée d'une sève, comme nous dit Pennon, dans le toucher même de la matière, qu'il faut effectivement retraverser, quoi. Voilà. Et ça, je crois que c'est effectivement important pour un enfant. Donc vous pouvez nommer son histoire, mais vous pouvez la nommer de l'extérieur. Alors des gens disent, mais bon voilà, on va faire un tour, ça a été symbolisé. Non, et après on dit, ben non, parce par exemple, quand l'enfant repasse sur la réglisse, des choses comme ça, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. Il repasse sur les empreintes et les traces de sa question, de son savoir. Il repasse dans des empreintes. Voilà, c'est pas uniquement une nomination extérieure. Ça vient de lui. Ça vient de lui et c'est ses traces, et c'est pas un swiggle, c'est quelque chose qu'il lui-même construit. Voilà. Alors ça veut pas dire que parce qu'il est mortifère, il y a quelque chose qui le pousse effectivement à se jeter, à toujours être dans des vertiges de rampe ou des choses comme ça. Ça veut pas dire qu'il parle pas. Non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui l'amène là-dessus, mais il garde, alors c'est la richesse que vous vous étonnez, mais il garde ça. De la même façon que les psychotiques parlent. Quand on dit ils n'ont pas accès au symbolique, mais ils parlent.
Donc, ils n'ont pas accès. C'est le titrage des trois dimensions, à mon avis, qui est en jeu. Voilà. Par exemple, si vous lisez Nathalie Sarraute, vous remarquerez qu'un mot, tropisme, un mot a une valeur persécutoire considérable. Dans sa scène, dans sa pièce de théâtre, pour un oui ou pour un non, vous foutez en l'air une histoire parce que l'autre vous a dit oh, t'as vu tes chaussures, comment elles sont aujourd'hui? Ça vous fout tout en l'air. Voilà. Ou bien parce tu ne t'aimes pas. Oui, voilà, je me souviens plus, enfin là je dis ça comme ça. Mais c'est-à-dire que en tant que tel, le mot n'est pas toujours symbolique. Il peut être injurieux, il peut être attaquant, il peut être... C'est terrible. Et souvent, par exemple, les histoires de séparation de ce couple, ça se joue pas sur un truc énorme. Hein. Il m'a dit ce matin, t'es qu'une connasse. Voilà, ou j'ai pris, voilà, elle dit non, il m'a regardé comme ça. Enfin, le mot a une valeur aussi persécutoire. Pardon? Pour un oui, pour un non, c'est pas un mot. Oui. C'est un ton. C'est un ton. Il y a ça, mais il y a... Et la phrase, c'est bien ça. Ouais. Oui. Le ça, c'est déchet. Oui. Alors que l'autre raconte quelque chose qui est une réussite. Et dans le ton, c'est bien ça. Oui. Oui, oui. Du mépris. Mais oui, mais le ça est un signifiant énigmatique. Oui, mais qu'il est interprété. Mais il est porté par l'intonation. Enfin, c'est oui, comme ça. Oui, mais ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que là, vous voyez aussi que le signifiant, il porte aussi de la voix. Absolument. Il porte de l'oralité. Voilà. Voilà. C'est une question, du reste, que je crois que Dolto disait dans l'interprétation. C'est-à-dire, vous pouvez interpréter de façon très universitaire, très tranquille. On peut-être que... Et parfois, la voix de votre interprétation, une façon de faire passer de l'objet pulsionnel dans l'interprétation est très importante. Voilà, et parce qu'on a encore l'idée d'une interprétation exclusivement symbolique. Mais la pulsion que vous donnez parfois, alors ça, c'est des hasards, c'est votre propre art, votre à propos, ou parfois vous passez totalement à côté, vous déconnez, ou il y a des moments comme ça où vous êtes pris, et tout d'un coup vous apercevez que, parce qu'il y a eu quelque chose qui a touché la vocalisation, la pulsion de quelque chose qui était dit, même dans l'équivoque, qui va peut-être produire, alors que si vous aviez dit de façon très analytique, classique, bon, oui, peut-être que, etc., ça va être d'être au sens de complètement fade. Voilà. C'est quelque chose qui peut être effectivement comme ça. Oui, mais enfin, le mot, il peut être aussi pris de persécutoire de façon imaginaire. Hein. Bien sûr. Dans la vie, vous n'avez souvent que ça. Là que ça prime, la vexation, des choses comme ça. Ça, voilà, ça coule. Hein. Bah oui. Ouais, pourquoi tu m'as dit ça? Tu penses que, etc. Ben non. Voilà, c'est quelque chose qui est... Non, mais on voit bien quand vous dites ces phrases, on entend en dehors du mot comme ça, le jeter, quoi. Voilà. L'intonation est extrêmement importante. Oui, le connasse, par exemple, peut-être, bon, avant le musée, mais bon, c'était léger, mais là, elle a appuyé ça, elle a dit, t'es une connasse. Il a appuyé. Ah, t'es une connasse, vraiment, voilà. Là, vraiment, parfois, il suffit de ça, ça mord, quoi. Il suffit de ça pour que ça bascule. Voilà, donc, non, mais oui, voilà. Donc, je crois quand même qu'il y a cette question de l'équivalence des trois dimensions, alors moi, j'avoue que l'équivalence, j'avais jamais entendu. Me titille beaucoup. Oui, il faut que ça tienne. Ça, c'est l'idée de dire que s'il y en a une qui pète, comme dans l'histoire du corps, encore que ça, on peut parler de la raclée de Joyce, bon, il l'interprète comme le fait que c'est la dimension imaginaire du corps qui a claqué, hein, il me semble. Voilà. Mais si on regarde le texte joycien, on peut douter du détachement total. C'est un détachement aussi autour de la haine. Enfin bon. Mais oui, voilà. Donc effectivement, cette idée d'équivalence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les trois. Quoi. Oui. C'est la même fonction. Comment? Ils ont la même fonction.
Oui, mais alors si vous dites même, vous êtes obligé de supposer que le symbolique reprend aussi de l'imaginaire. Le même, c'est pas facile à tenir. Moi, je ne sais pas trop, voilà. Mais je pense que voilà. Alors, ça, par exemple, ça, à mon avis, c'est un enjeu sur l'interprétation des rêves. Parce que l'interprétation des rêves, elle est quand même fondée sur la notion de rébus. Et le rébus, ça évacue l'imaginaire, l'image, qui est translittérée, comme dirait Alouche, qui passe effectivement à du signifiant. Voilà. Si vous avez charade, par exemple, vous avez une image de chat et de rade, et ça vous donne charade. Mais vous perdez la question imaginaire du chat et de la rade. Voilà. Voilà. Voilà, imaginez, voilà, c'était ça par exemple, imaginez par exemple que quelqu'un vous dise, dans ce rêve, je me voyais en corbeau. Voilà. Ben oui, ça vous fait rire. Oui, mais là on l'entend bien. Ah oui, mais ça vous fait rire, mais c'est vertigineux. Comment? Il y a une autre image. Eh ben oui, mais comment vous... Alors, une superposition. Eh oui, mais donc vous avez un système idéographique, le corbeau, mais dans l'interprétation du rêve classique, en fait, vous allez dire corbeau. Mais en même temps, il y a une espèce de tension extraordinaire entre l'idéographique et le linguistique, l'alphabétique, voilà, le phonématique. Si vous le décomposez, vous avez un rêve où j'apparais en corbeau et j'apparais en corbeau. Qu'est-ce que vous privilégiez? Ben, on ne doit pas privilégier, on entend les deux. Eh ben, voilà. Quand on dit corbeau, oui, mais... quand on dit corbeau, si on répète simplement corbeau, ben oui. on ne privilégie rien. Ben voilà. On laisse dans l'absolu la distinction. Oui, mais dans le chiffrage du rêve, est-ce que c'est aussi clair que ça supprime l'idéographie? L'idéographie est le support. Ça devient le support de la parole. C'est-à-dire que c'est l'image qui donne le jeu sur le mot. Oui. Et réciproquement. Oui, mais où vous représentez le sujet? Ah, le sujet, ça on est sûr d'une chose, c'est qu'on ne sait pas où il est. Absolument. Donc vous ne pouvez... Oui, mais vous entendez quand même la tension entre corbeau et corbeau. Oui, on il me semble que ce qu'il en est de l'interprétation, précisément, c'est pas de dire vous êtes un corbeau, je suis un corbeau, ou vous avez un beau corps. C'est corbeau, simplement. Absolument. Corbeau. Mais c'est la question de l'équivoque, oui, absolument. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, mais par exemple, même dans la notion de condensation, Freud n'a pas exclu la condensation imaginaire de personnages, par exemple. Dans le rêve de l'injonction faite à Irma, vous avez une condensation d'images. Ça n'est pas uniquement la condensation, par exemple, phonématique de familionnaire. Oui, d'accord. Voilà. Donc, cette question, enfin, je me permets de dire, je trouve que l'équivalence des trois dimensions repose la question d'un chiffrage du rêve uniquement sous forme de rébus. Voilà. Mais vous savez pourquoi on a parlé de ça? Sur la question des trois, voilà ce que vous disiez sur la mêmeté des trois dimensions. Et ce que je dis moi dans ce qu'on dit sur les mots, quoi. Voilà. Mais voilà. J'arrive pas à l'entendre dans le sens de la mêmeté. Mais plutôt chacune, ces trois registres ont chacun une fonction. Est-ce que ce n'était pas pour Lacan une manière de revenir justement sur la façon, comme vous l'avez rappelé, dont il a promu le symbolique dans un contexte où ce n'était pas du luxe. Oui, c'était donc là, c'était une sorte de réhabilitation. Est-ce qu'on ne peut pas l'entendre comme une sorte de réhabilitation de l'imaginaire, hein, qui a fait son importance tout de même, mais croisé avec le symbolique, le réel, enfin, c'est-à-dire pas tout imaginaire, pas tout symbolique, pas tout réel, et que, c'est en se croisant que, on arrive à tenir un peu, ou qu'il y a un équilibre se trouve, mais que chacune a son importance. Oui, mais il y a les plages d'intersection, on peut dire, pour reprendre le mot de mordre, comment chacune mord sur l'autre. Oui. Comment chacune mord, voilà. Comment chacune mord sur l'autre. Voilà.
limite l'autre. Limite est mort, voilà. Croix. Oui, voilà. Et d'ailleurs, ce fameux objet-là, il est situé là au croisement des trois. Il faut que ça se croise pour qu'il arrive à trouver une place. Oui, enfin, voilà. Se faire une place. Ce qui pose une nouvelle question. C'est la place de l'analyste, enfin, il est liquide. Oui, mais ce qui pose aussi une nouvelle question, puisque c'est de l'ordre d'un nouage, et ça n'est pas forcément, alors c'est une autre question, ça n'est pas forcément de l'ordre de la chute, comme ça l'a été dans la topologie des surfaces. Ça vous a, donc voilà, ça pose aussi toute la question de la façon dont chez Lacan aussi, les choses sont, voilà, se renouvellent, se parlent, et donc voilà. Donc moi je préfère laisser ça laisse à désirer. Voilà. Voilà. Ça laisse à désirer. Pour moi actuellement l'équivalence Borromée. Comment? Ça vous va? Ça va très bien. Encore. Bon, je voulais remercier Jean-Louis Sousse d'être venu. Merci beaucoup pour cette expérience nouvelle que vous avez vivre. C'est moi qui vous remercie infiniment d'une nouvelle invitation. Voilà, et je trouve très important de réinscrire le langage dans le corps, ce que vous faites avec beaucoup de finesse, et le pulsionnel de nouveau un peu. Je crois que pour finir aussi, je crois que c'est une question du corps politique actuel. Je pense que ça paraît pas politique, mais cette question, les analyses semblent être attentifs à ces retournements de langue particuliers qui se passent. Et donc, vous savez, les marxistes ont longtemps débattu pour savoir si la langue était une infrastructure ou une superstructure, mais ça a un effet de force aussi, force matérielle et de mutation. Voilà. Et Klemperer, dans le LTI, disait en quoi la langue nazie avait effectivement parlé de retournement important de la langue qui s'était inculqué, notamment par exemple la métaphore énergétique, on prend le moteur, on remet en branle les mécanismes, des choses comme ça, qui avaient complètement inculqué. Voilà. Et là, on est en train d'inculquer autre chose. On n'a pas encore tous les ressorts. Toute proportion gardée, sans atteindre le point de Goldwyn, il n'empêche qu'il y a un langage totalitaire institutionnel sur lequel il faut être vigilant. Le LTI institutionnel actuel, peut-être, il peut y avoir des risques totalitaires. Voilà. Ben, écoutez, merci de votre attention.